Merci à toutes, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire. Un webinaire qui se veut aller dans la continuité de ce qu'a pu commencer à proposer la Fédération française de handball. Un sujet qui nous concerne encore plus sur la période actuelle, sur le fait d'attirer, de fidéliser nos adhérents. Ce webinaire proposé par la Ligue de Bretagne se veut répondre à vos attentes. On en proposera de nouveaux par la suite, on pourra en parler à la fin. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Mélisse va gérer tout ça parfaitement. Vous pourrez également évidemment poser vos questions directement à Hugo. On vous demandera justement de lever la main pour prendre la parole. Mélisse sélectionnera vos questions au fur et à mesure, et puis on aura aussi des temps de questions-réponses durant le webinaire, bien évidemment. Voilà, que dire de plus? Je pense qu'on est pas trop mal. Je vais laisser la parole à Hugo qui va intervenir pour ce premier webinaire. À toi, Hugo. Très bien, merci Vincent. Bonjour à tous. On a 1 heure à passer ensemble. On va essayer de tenir les délais sur la thématique. Déjà, je vous remercie de cette participation. Vous êtes nombreux. J'espère que ça vous apportera des pistes de réflexion. L'idée est de balayer l'ensemble de la thématique en plus ou moins entre 35 et 45 minutes, et qu'après on puisse interagir et répondre aux questions que vous avez. Alors sur 44 participants, il n'y aura peut-être pas la réponse qui correspondra à votre situation, mais j'espère en tout cas que les différents éléments évoqués vous permettront d'avancer dans vos structurations respectives. L'idée, c'est aussi que ce soit un petit peu interactif. Donc, je vais vous partager mon écran. Des fois, je quitterai le partage d'écran. Et il y aura, et on va le tester tout de suite, il y aura des périodes de sondage. Donc, je lance juste le premier sondage pour que vous puissiez très simplement dire quelle est votre humeur aujourd'hui et quel est votre degré de motivation par rapport à la thématique qu'on aborde. Donc, normalement, j'ai ouvert un vote et vous avez une notification qui a dû apparaître. Je vous laisse remplir le sondage et je mettrai fin au vote quand on aura quasiment toutes les réponses ou toutes les réponses. Ok, 37 sur 42, 38, on a quasiment tout le monde. Je laisse encore 10 petites secondes. 39. Ah, on va quasiment réussir à avoir tout le monde, c'est bien. Ok, donc on voit finalement, je vais clôturer, je vais mettre fin au vote, mais on voit par rapport à vos réponses que finalement la météo du jour, ou en tout cas votre degré de sensibilité, il est assez partagé, puisque alors j'ai mis je partage les résultats. On a on va dire un degré de motivation important, mais des personnes qui sont un peu dans l'attente. Donc j'espère, et on refera un sondage de ce type-là à la fin, j'espère que ça va vous apporter des cartes à pouvoir jouer d'ici la fin de saison ou au début de saison prochaine. J'arrête le partage du sondage et on commence sur la thématique. Le programme et le plan, l'idée c'est de se poser la question de pourquoi et comment faire pour attirer de nouveaux publics ou pour réattirer les publics qu'on avait et qu'on n'a plus. Pourquoi et comment faire pour fidéliser ces publics. Donc vraiment d'avoir cette double approche de attirer ou réattirer des nouveaux publics et fidéliser ou refaire venir ceux qu'on avait les saisons précédentes. Un focus sur maintenant, la crise sanitaire. Alors on reprend, on arrête, on s'adapte, mais en tout cas faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui est possible de faire ou en tout cas des priorités.
Et s'il y a besoin de montrer des exemples, on montrera des exemples. Ce qui est sûr, c'est que du coup, le contenu de cette intervention vous sera partagé si besoin, et vous aurez accès à tout ce qui est diffusé à l'écran. Sur la partie 1, et la première question, est-ce qu'on doit vraiment attirer de nouveaux publics? Donc je vous pose la question par un deuxième sondage. Et vous verrez, il y a 3 petites questions, donc je vais ouvrir le vote. 3 petites questions en rapport avec la thématique. Donc je vous laisse répondre, lire les questions et puis répondre, et pareil, je clôture dans une petite minute. Ok, 39 sur 43, on est pas mal. J'attends encore un petit peu, 40 sur 43. Ok, je vois qu'on a plutôt des convaincus. Je mets fin au vote. Je vous partage les résultats. Je vois qu'on a plutôt des convaincus. Quand on vous pose la question, est-ce qu'il faut proposer l'ensemble des offres de pratique? Il y en a 8 parmi vous qui disent obligatoire, 26, et c'est l'extrême majorité, qui disent pas forcément l'ensemble, mais en tout cas une partie. Et après, on comparera, on verra si vous avez raison, parce que là, il y a une réponse officielle. Que recherchent les Français dans le sport? Vous êtes 31, donc c'est-à-dire 80% à dire le plaisir. On va voir si on a raison, si vous avez raison ou pas. Et après, pourquoi vous souhaitez attirer de nouveaux publics? La baisse du nombre d'adhérents qui revient en majorité, alors peut-être lié au contexte Covid, sûrement d'ailleurs, ou autre. Projet Club qui arrive en deuxième, l'opportunité et le besoin économique. C'est plutôt bien qu'il n'y ait pas de besoin économique, finalement. J'arrête le partage. J'avais identifié trois réponses, et finalement qui sont pas loin d'être les vôtres, c'est-à-dire la baisse du nombre d'adhérents en 1. Alors, j'imaginais que vous alliez me dire besoin de ressources financières supplémentaires, et la troisième chose, c'est demande ou besoin identifié sur le territoire, et ça revient à votre projet associatif. Et ça, je pense que c'est hyper important, parce que quand on parle d'attirer de nouveaux publics, ok, on attire de nouveaux publics, très bien, parce que c'est une imposition fédérale, parce que parce qu'il y a une multiplicité d'offres qui ont émergé durant ces 5-10 dernières années. Maintenant, et je pense que c'est important de se le poser quand on est dirigeant dans un club ou salarié ou bénévole, c'est de se dire, si on met une offre de pratique, à qui elle va servir et comment est-ce que je la déploie? Et ça, cette notion de projet associatif, je ne pensais pas forcément la retrouver dans vos réponses, ou en tout cas pas en majorité, et finalement si. Donc vraiment intéressant. En tout cas, dans beaucoup de cas, quand on se pose cette question-là d'attirer des nouveaux publics, et donc peut-être de diversifier nos offres de pratique, mais il n'y a pas que ça, quand on veut attirer de nouveaux publics, et ben finalement, c'est peut-être on est dans une situation délicate et que la sérénité est pas là de manière est pas là. Quand vous souhaitez attirer de nouveaux publics, c'est vraiment important de se dire c'est quoi les attentes de ces potentiels nouveaux publics. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Vous êtes dans une zone rurale. Je vais pas citer de club pour ne faire offense à personne, mais d'être à Béarmort, c'est pas la même chose que d'être au CSA Paimpol. D'être dans une zone d'être dans un club d'un autre département ou de ce même département où il n'y a personne autour. Et du coup, les attentes de ces nouveaux publics, ils ne sont pas les mêmes. Et la proposition que vous allez faire pour les attirer, elle est forcément différente. En tout cas, au niveau national, et c'est ce qui va répondre en fait à la deuxième question du sondage, au niveau national,
voilà ce qui sont les 2 principales sources de motivation chez les gens pour faire de la pratique sportive, tout sport confondu. En 1, il y a la notion de santé qui arrive. En 2, la détente, le plaisir et l'amusement. Donc ça revient à ce que vous avez identifié comme étant le 1, la détente, le plaisir. Après, on a un certain nombre de choses, et c'est ça qui est important, c'est qu'en tout dernier, en avant-dernier, pardon, on a la performance et la compétition. Et dans nos offres de pratique, dans nos clubs, quelle est la proportion que vous gardez à la compétition? Quelle est la proportion que vous laissez aux offres qui permettent d'atteindre, aux offres santé, aux offres détente, aux offres plaisir? C'est quoi la proportion? Est-ce que vous répondez à ces besoins au niveau global des Français ou pas? Et du coup, c'est peut-être une première piste pour rééquilibrer la pratique compétitive, si on oppose la pratique compétitive et la pratique autre. Alors, Hugo, je te coupe, on a juste une question. Est-ce que ce sondage concerne le public adulte ou l'ensemble du public, c'est-à-dire enfants et jeunes compris? C'est une très bonne question. C'est l'ensemble des pratiquants âgés de plus de 15 ans. Voilà. Donc, il y a, alors, cette source-là, si vous voulez, j'ai extrait ça d'une étude de l'INJEP sur le baromètre national des pratiques sportives. Alors là, ils mettent 2018, mais c'est des chiffres de 2020. Je ne sais pas pourquoi ils mettent 2018, mais en tout cas, je l'ai tiré dans le baromètre des pratiques sportives 2020. Donc, elle est disponible en libre téléchargement sur le site de l'INJEP. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur la pratique des moins de 18 ou des petits, enfin petits, il n'y a pas trop de données, mais en tout cas sur la pratique des moins de 18, il y a aussi ces données-là. Et il y a aussi les données par sport. Donc cette étude, elle est vraiment intéressante pour ceux qui veulent aller creuser et comprendre un peu par territoire ou par type de public quelles sont les attentes des Français. Le schéma qui est à droite, il est aussi intéressant parce que du coup, les premiers freins à la pratique sportive, c'est 1, j'aime pas le sport, 2, j'ai des problèmes de santé. Ça, c'est les 2 principaux freins. Donc, nous, en tant que club de handball, comment est-ce qu'on peut y répondre à ces deux premiers freins? Et en 3 et 4, et ça aussi, je pense qu'on a des marges de manœuvre, c'est 1, l'offre, elle est inadaptée, et 2, il y a des contraintes professionnelles ou familiales qui m'empêchent de pratiquer. Donc ça, ici, si on a identifié, ces 4 principaux freins à la pratique sont identifiés, et finalement représentent 83% des freins qui sont cités dans l'étude. Nous, où est-ce qu'on a des marges de manœuvre là-dedans? Et vous, dans votre club, par rapport aux besoins des gens et par rapport à votre territoire, où est-ce que vous avez une marge de manœuvre par rapport à ces 4 leviers-là? Les conclusions de cette étude et des exemples d'actions concrètes. On a parlé des offres de pratique. C'est clair que pour attirer des nouveaux publics, les offres de pratique qui sont proposées par notre fédé et donc que vous pouvez proposer vous, c'est clair que c'est un levier à mobiliser. Mélisse ou Vincent, est-ce que vous pouvez juste, de manière très rapide, citer les offres de pratique et le public en une phrase pour chaque offre de pratique, histoire de refaire ce petit listing des offres de pratique? Ouais, alors assez rapidement, et en essayant de n'oublier aucune, je vais commencer par les plus petits que vous devez connaître, et parce que c'est la pratique qui s'est vraiment lancée depuis, je dirais, deux saisons et qui émerge énormément au niveau de la Bretagne, c'est le baby hand pour les 3-5 ans. Alors, pour les 3-5 ans, certes, mais également pour les parents. Puisque c'est une pratique parents-enfants, les encadrants sont les parents sont avec les enfants sur le terrain. Ensuite, on a des pratiques comme le premier pas pour les 5-7 ans. Les premiers pas, alors un petit aparté, mais par rapport au baby hand, les premiers pas ont perdu un peu d'élan, on va dire, puisque nos clubs aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils font beaucoup de baby hand, mais ils en oublieraient la pratique 5-7 ans pour passer directement au mini hand qui, pour nous en Bretagne, est aux alentours des moins de 9, qui peut aller même jusqu'au moins de 11. Donc voilà.
il y a ces offres de pratique-là pour les enfants qui sont adaptées aux capacités aux capacités de l'enfant. Ensuite, au niveau des offres de pratique également, donc pour continuer au niveau de la pratique ado, on a la pratique du hand à 4 que beaucoup d'entre vous expérimentent, utilisent beaucoup en ce moment par rapport au contexte. Donc voilà, si on voit le verre à moitié plein, on peut se dire que ce contexte sanitaire, il nous permet de découvrir d'autres offres de pratique. Mais le hand à 4, il n'a pas été créé en cette période de Covid, il a été créé pour répondre justement aux besoins des ados qui ont besoin, donc le hand à 4, ça se joue dans la largeur, ça se joue à petit effectif, à 3 joueurs de champ plus un gardien, donc ce qui fait beaucoup d'opposition face aux gardiens, un côté un peu plus fun en pouvant mettre en place des tournois assez facilement, le fait aussi qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour jouer au hand à 4, donc ça peut, enfin voilà, le hand à 4, ça doit répondre à beaucoup de nos problématiques et notamment sur le public adolescent. Je continue au niveau des autres offres de pratique par rapport à ce que Hugo a déjà pu proposer. On a le HandFit, un mélange de handball et de fitness, où là on voit bien aussi, et c'est aussi pour ça que la Fédération française de handball lance des nouvelles offres de pratique pour répondre aux attentes des publics. Et le HandFit, évidemment, que si vous proposez ça à un senior qui joue en National 3 ou en Excellence Région ou en deuxième division territoriale qui est à fond dans le côté compète, ça ne va pas lui convenir. Par contre, on s'aperçoit bien que pour le grand public, entre guillemets, ou même pour la pratique en entreprise, c'est quelque chose qui peut correspondre énormément sur le côté santé et sur le côté bien-être, où on a bien vu que aujourd'hui, c'est au niveau des Français, c'est cette recherche-là qui arrive en première position. Laisse-moi l'expliquer, parce que sinon tu vas faire le reste de mon... Laisse-moi le HandFit. Ouais, pardon. Tu vas en parler, tu me laisses le HandFit pour après. donc le hand ensemble. Le hand ensemble pour les personnes en situation de handicap. Et j'en oublie le beach handball également. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, toutes ces offres de pratique-là, elles sont aujourd'hui mises en place pour pouvoir répondre aux attentes, non pas que et ne vont pas en concurrence du hand à 7 traditionnel, qui reste notre cœur de métier, mais qui doit nous servir à aider nos associations à répondre aux besoins du public qui peut retrouver. Voilà. C'est bon, Hugo? Merci, Vincent. Nickel. Je continue avec d'autres exemples d'actions concrètes et peut-être hors handball. Alors ça, on l'a beaucoup vu sur certaines disciplines, notamment liées à la crise Covid, mais il y en a certaines qui ont adapté leur créneau. On a un couvre-feu actuellement à maintenant 19h. Potentiellement, on pourrait accueillir du public de 17h30 à 19h en extérieur. Mais il y a des assos qui ont proposé des créneaux sur le temps méridien ou des créneaux tôt le matin, avant que les gens aillent au travail. Alors, faisable, pas faisable pour vous, on est presque 50 aujourd'hui, ce serait difficile de mettre un sondage de ce type-là en place, mais en tout cas, si on veut sortir des sentiers battus, on pourrait imaginer que nos créneaux d'entraînement ils soient vraiment à d'autres endroits que le soir, quand les gens finalement ils sont obligés d'être chez eux en ce moment. Quand on parle du volume, de l'encadrement, de la communication, c'est de proposer, si on prend la communication, de vraiment mettre en avant ce que vous faites, notamment si vous mettez en place du HandFit au niveau des entreprises, notamment si vous mettez en place des séances de HandFit ouvertes à tous pendant cette période-là, c'est de communiquer dessus pour que les parents qui ne sont pas adhérents ils se disent tiens, il y a une pratique HandFit, je n'étais pas au courant, en plus c'est gratuit, je peux essayer pendant cette période, peut-être à distance, si vous la faites à distance sur un système de visio. Enfin, voilà. Il y a vraiment des choses à imaginer très ponctuelles, mais pour préparer en fait la reprise d'activité. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire en interne. Et en externe, Vincent en parlait tout à l'heure avec le HandFit. Il y a cette offre de pratique-là. Il y a aussi la pratique du hand à 4 avec les écoles. Et d'ailleurs, c'est dans le plan de reprise national de notre fédération, qui est sorti il y a une dizaine de jours. Mais de former des nouvelles alliances à la fois avec les entreprises du secteur privé sur du HandFit, sur le temps méridien, avant le travail pour leurs salariés. Enfin, voilà, ça peut être un moyen d'attirer de nouveaux publics pour demain, de faire connaître
votre sport et peut-être pour ceux qui ont des difficultés financières, de pouvoir avoir des ressources financières supplémentaires. Le Handa 4 avec les écoles on peut imaginer aussi le hand loisir. Je ne sais pas si c'est une offre de pratique, mais on peut aussi imaginer le hand loisir pour de la pratique en entreprise quand on pourra et quand le contexte nous permettra. Mais, voilà. Et après, quelque chose qu'on fait pas bien, je trouve, de manière générale, c'est qu'on ne sait pas communiquer sur ce qu'on fait, on ne se valorise absolument pas. Donc, est-ce que c'est important d'accentuer sur votre communication externe par rapport à ce que vous faites au quotidien? La question est ouverte. Après, c'est la forme de votre communication externe et c'est pas le sujet du webinaire. Mais en tout cas, je trouve qu'on n'est plutôt pas bon. En tout cas, dans mon club, on n'est pas bon, ça c'est sûr, en Bourgogne, pour communiquer sur ce qu'on fait et sur ce qu'on fait de bien. Donc, est-ce que vous le faites déjà très bien ou pas? Je ne sais pas, mais je pense qu'on a une marge de manœuvre sur notre communication externe pour diffuser notre dynamisme pendant cette période au niveau du grand public et préparer la reprise quand elle pourra être effective. Et toujours ça, ces actions concrètes pour que vous puissiez les mettre en place, entre guillemets, faut toujours que ça soit en accord avec les attentes que vous avez ciblées au préalable. Il ne s'agit pas de lancer plein d'actions sans avoir ciblé les attentes. C'est d'abord on cible les attentes des potentiels nouveaux publics, après on met des actions adaptées, et il y a plus de chances que ça marche que de lancer plein d'actions dans tous les sens en regardant juste le plan de relance fédérale, et en fait se rendre compte que ce n'est pas du tout les attentes soit de nos adhérents qu'on veut réattirer, soit de potentiels nouveaux adhérents. Est-ce que, par rapport à cette première partie, et avant de passer à la deuxième, est-ce que vous avez des questions? Mélisse, est-ce qu'il y a des questions qui nécessitent d'échanger? Alors, il n'y a pas de question, mais il y a une remarque. Donc, c'est Stéphane qui dit « Bien communiquer, c'est du temps et de l'argent. Malheureusement, on n'a pas tous la chance d'avoir les compétences au sein de l'association. » Alors, oui, c'est vrai. Bien communiquer, c'est du temps et de l'argent. C'est surtout du temps et de l'argent parce qu'il y a plein d'outils gratuits qui existent pour bien communiquer. Moi, je ne vais pas faire la pub de certains logiciels, mais je peux quand même en citer un. Je n'ai pas de part et je m'en fiche. Il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, et qui permet de faire des visuels de communication pour la plupart gratuits. Alors, il y a des filtres payants, mais on peut vraiment se débrouiller en faisant quelque chose de gratuit. Et après, effectivement, c'était Stéphane, je crois, mais après, effectivement, pour le temps, c'est soit vous avez les ressources en interne, soit peut-être, si c'est vraiment un enjeu fort, la communication chez vous, et qu'il faut vraiment la développer, c'est peut-être le moment de diversifier ses ressources humaines. On a la possibilité d'avoir des bénévoles, on a la possibilité d'avoir des apprentis, et même si ce n'est pas le thème du webinaire, l'apprentissage, ça coûte pas cher en ce moment, et il y a de plus en plus de structures qui prennent des apprentis pour des missions transversales et pas forcément uniquement sportives, c'est-à-dire sur des missions liées au marketing ou liées à la com. Ça, c'est possible aussi. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va vous faire de l'animation, mais c'est quelqu'un que vous pouvez prendre sur des actions transverses. Et ça, c'est possible si c'est vraiment un enjeu identifié et qu'il y a du temps à y passer. Et après, c'est d'autres thématiques, si ce n'est pas dans cette démarche-là, de mobiliser les bénévoles. Ça peut être un jeune qui maîtrise les réseaux sociaux à condition de bien l'encadrer. Ça se voit dans certaines structures et ça dynamise bien en préparant la mission bénévole, mais je crois que c'est pas, enfin, je crois que vous avez un webinaire sur le bénévolat et c'est pas le thème forcément du jour, donc je vais pas continuer. Stéphane avait levé la main pour compléter. Stéphane, je te laisse. Oui, merci. C'était juste pour dire que c'était un sujet qui méritait un webinaire à part entière, la communication, parce que toutes les actions qu'on va mener par rapport à ce que vous allez dire, vont nécessiter forcément une grosse communication. Donc, je pense que ça peut être le thème d'un webinaire. Ma réflexion, c'était juste dire ça prend beaucoup de temps et de l'argent, c'est de l'investissement. Donc, l'investissement temps, de l'investissement en argent aussi, pour avoir des belles photos, avoir des belles choses, pour bien communiquer, donner envie, et que c'est vraiment un sujet hyper important. Mais c'était, voilà, c'était
Nous, on a la chance d'avoir en interne, donc c'est cool, mais c'est pas je sais qu'on a de la chance, quoi. Ouais. Alors, juste par rapport à ça, pour rebondir, donc j'ai noté hein, ce besoin. On essaiera je ne promets rien pour l'instant, hein, mais on essaiera de proposer ce type de webinaire si c'est une attente, il n'y a aucun problème. En tout cas, on a aussi prévu de mettre en place un webinaire sur attirer et fidéliser les bénévoles dans les prochaines semaines. Donc voilà, on pourra traiter ça aussi parce que en interne, sur un club qui a entre, je sais pas, 150 et 300 licenciés, il peut y avoir un parent, un joueur, comme l'a dit Hugo, qui peut prendre ça en charge. Et c'est vrai que dans toutes les actions de promotion que vous allez mettre en place, si on ne communique pas autour, eh ben, malheureusement, ça ne prendra pas. Et donc, avant un club, on avait besoin d'avoir, on va dire, au bureau directeur, au conseil d'administration, peu importe comment on l'appelle, un président, un secrétaire, un trésorier. Ben, je pense que dans les rôles primordiaux et indispensables, maintenant, il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication. Et les clubs où ça fonctionne bien, en tout cas où on a l'impression que ça fonctionne très bien, c'est les clubs qui ont des ressources sur la communication, c'est clair et net. Ok, donc c'est noté. J'enchaîne sur la deuxième partie, Vincent? Ouais, sauf s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y aura de toute façon un autre temps de questions à la fin du webinaire, donc si ça vous vient après, il ne faudra pas hésiter. Il y aura un temps de questions qui est prévu. La deuxième partie, du coup, comment faire pour fidéliser les publics? Nous, on souhaite tous fidéliser nos licenciés. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a le côté modèle économique, il y a la perte de licenciés. Enfin, c'est tous notre recherche dans le club de hand, mais dans tous les autres clubs de sport aussi et culturels. Enfin, ça va être la même bagarre. Par contre, pour y arriver, je pense qu'il y a une question importante qu'il faut se poser, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils attendent réellement, nos publics. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement, les publics qu'on a. Et j'en ai identifié 3. C'est une liste personnelle, on va dire. Vous avez peut-être un autre filtre de lecture, mais ce sera à vous de le créer. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un filtre de lecture et de différencier en fonction de ces publics que vous identifierez. Je vais vous en parler de 3. C'est les parents, les enfants et les adultes. Et dans enfants, je mets enfants-ados. Voilà, j'aurais pu en mettre un 4e avec les ados, mais en tout cas, parents, enfants, adultes. Vraiment 3 rôles que vous retrouvez au sein de vos assos. Et en fonction de ce que vous identifiez pour eux, ben en fait, il y a 3 publics, mais il y a 3 attentes potentielles différentes. Et du coup, ça veut dire que dans ce qu'on met en place dans l'animation interne, eh ben, il faut avoir des approches différentes. Et c'est ça qui est peut-être difficile dans le fonctionnement et dans la faisabilité peut-être opérationnelle. Je ne sais pas comment sont organisées vos structures, mais c'est là où le casse-tête commence, quoi. Je vous ai mis des pistes non exhaustives d'action pour chacun de ces publics, mais c'est soit des actions concrètes, soit des conseils, en fait. Pour les enfants, il y a 4 choses que j'ai, enfants ou ados, il y a 4 choses. C'est favoriser le plaisir dans les séances. Quand on dit le plaisir, c'est qu'il faut que l'enfant ou l'ado, il s'éclate quand il vient à l'entraînement. Et on le dit tous, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que c'est vraiment vrai, entre guillemets, quand sur certaines catégories, est-ce que c'est vrai que les enfants et les ados, quand ils viennent, ils s'éclatent et ils passent un bon moment? Et ça, un des leviers qu'on a, c'est vraiment de choisir le bon éducateur à mettre. Souvent, si je vais peut-être être très, très manichéen, je ne sais pas, mais souvent on dit les bons entraîneurs sur les équipes adultes, parce qu'il y a de l'enjeu, parce qu'il faut absolument être champion moins de 15 régions. Et par contre, les débutants, on va les mettre sans accompagnement en plus, on va les mettre sur le baby, on va les mettre sur le mini-hand et on va les mettre sur les moins de 11. Parce qu'on n'a pas le choix. En fait, je ne suis pas certain qu'il faille avoir ce filtre de lecture-là. C'est vous ferez votre choix, hein, mais en tout cas, de mettre le bon éducateur à la bonne place, ça permet de favoriser le plaisir dans les séances, c'est en relation. 2, il y a quand même quelque chose dont on entend de plus en plus parler, c'est le contrôle d'honorabilité des bénévoles encadrants.
j'en parle pas beaucoup plus, mais il va falloir qu'on mette des personnes sûres sur l'encadrement de nos équipes, et notamment de nos équipes jeunes. 3, une piste d'action, notamment pour les ados, et c'était une question qui avait été posée au préalable, pour fidéliser des ados, c'est de les impliquer dans le fonctionnement de la structure. Alors, les impliquer sur des choses qui les attirent. On parlait de la communication. Est-ce que c'est par le biais le mot est peut-être mal choisi, c'est pas grave, mais un espèce de conseil des jeunes pour qu'ils mettent en place un événement transversal à destination des autres catégories? Est-ce que c'est mettre en place un système de tutorat avec un jeune qui tutore, un jeune de moins de 13 qui tutore un jeune de moins de 11, moins de 15, moins de 13, et de faire la bascule comme ça et d'avoir des systèmes de parrains ou parrain, marraine dans votre club pour favoriser du lien entre les équipes. Voilà, ça peut être une solution. Et après, la pratique adaptée, effectivement, Vincent en parlait tout à l'heure, on fait pas du baby hand avec des 7-9 ans, on fait pas du handball à 7 avec des moins de 9. Voilà, donc d'avoir bien la pratique adaptée à l'enfant, et du coup, ça va avec le bon éducateur qui a la bonne formation et le plaisir dans les séances. Pour les adultes… Juste Hugo, oui. tu me permets juste de rebondir sur le principe d'impliquer dans le fonctionnement. On parle souvent pour les joueurs qui sont sur un parcours de performance de double projet, le projet handball et le projet scolaire. Moi, cette notion de double projet, je l'utilise assez facilement aussi en club, en essayant de proposer à chaque joueur un double projet, soit un projet soit un projet joueur-arbitre, soit un projet joueur-entraîneur ou encadrant, comme tu as dit, et un projet aussi joueur-dirigeant. Et tu en parles tout à l'heure sur la commission jeune, justement, mais voilà, on peut… évidemment que 100% de nos licenciés ne vont pas s'impliquer comme sûrement vous le faites actuellement. Mais si sur chaque génération, sur chaque équipe, on arrive à trouver 4-5 joueurs et un qui est impliqué sur l'encadrement, un sur le côté dirigeant, un sur le côté arbitrage, on va les fidéliser beaucoup plus et ça va vous donner un nouveau souffle à votre association. Donc, voilà, c'était juste… Ouais, merci. Si on passe sur les adultes, alors là, la pratique sportive adulte, je ne parle pas des parents, je ne parle pas des dirigeants. Je parle de la pratique sportive adulte. Clairement, la notion de tarif attractif, ça va être le nerf de la guerre pour notre reprise à nous là dans 2 mois et demi, 3 mois. Ça, c'est donc les moyens pour proposer des tarifs attractifs. Il y a des leviers, parce que la fédération, les fédérations, les ligues, et du coup, au niveau ministériel et au niveau étatique, ils mettent en place progressivement des réponses à nos sollicitations pour baisser le coût de la licence, mais on n'a pas encore trop de visibilité. Nous, est-ce qu'en interne, on a des leviers à mobiliser pour proposer des licences très peu chères en échange d'un engagement dans le club? C'est peut-être un levier à imaginer. Pour vous donner un exemple, dans le club où je suis dirigeant, qui n'est pas en Bretagne, du coup, qui est en Bourgogne, Franche-Comté, on réfléchit à proposer une licence adulte adultes et jeunes d'ailleurs, pour les 50 ou 60 premières réaffiliations à 50 €. Et le delta, parce qu'on va dire que si le delta est de 60 à 70 € que nous, on n'a pas sur ces 50 premières licences, et en fait, ce delta, on va aller le chercher soit par du partenariat privé grâce à ces personnes qui bénéficieront de la licence à 50 €, soit par de l'action que ces personnes vont mettre en place pour financer et pour arriver au delta. Il ne s'agit pas de leur dire juste « bon, on fera 50 €. Ça ne peut pas être un argument que dans un sens, en fait. Ou en tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. OK, on fait l'effort de proposer cette licence à 50 €. Par contre, tous ensemble, on s'organise pour que si nous, ça nous coûte 150, et si vous, ça vous coûte 50, il y a un delta de 100. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher X fois ce delta de 100 ? Et ça peut être par les différents leviers financiers qu'on peut
qu'on peut soulever. Donc, enfin voilà, le partenariat privé, l'événementiel, il y a différents leviers qu'on va pouvoir activer. Et nous, on est en train de réfléchir à ça pour la rentrée et pour certains types de pratiques. Et pour uniquement les renouvellements, bien sûr. Une deuxième chose, et on en parle de plus en plus dans le monde du sport, c'est de faciliter l'inclusion pro des personnes. Et pas juste leur dire ah oui, on va t'aider à trouver quelque chose. Non, c'est vraiment pour que ça soit sur des territoires un peu carencés, ou alors sur des gens qui sont en difficulté dans la recherche d'emploi. C'est de mettre en place avec peut-être une commission partenaire, de les mettre en relation avec des entreprises, d'organiser des speed meetings ou des temps d'échange employeurs et personnes en recherche d'emploi, mais d'aller vers ça pour certains publics adultes dans certains territoires. Voilà. Je fais des généralités, mais voilà. Adapter les offres de pratique, on le remet là, parce que oui, en fonction de l'offre de pratique que vous allez choisir, et y aller à fond, pas juste dire on fait du hand loisir, mais ils se débrouillent. Hein. Clairement, le hand loisir, c'est le dimanche de 20h à 22h, et puis on s'en occupe pas surtout. Bah non, en fait. Si on met en place des offres de pratique différenciées, c'est pour qu'elles soient traitées sur un même pied d'égalité et il n'y a pas de hiérarchie. Donc, de faire en sorte que les gens ils se retrouvent dans une offre de pratique et que ça s'y passe bien. Et après, de ne pas négliger la convivialité. Et pour les parents, accompagner dans la prise de responsabilité, notamment par le levier Baby Hand. 2, proposer un cadre d'engagement clair. Alors, un cadre d'engagement clair en ce moment, notamment par rapport à la reprise d'activité, c'est compliqué. Par contre, on a d'autres leviers à activer, que ce soit sur l'engagement qu'on leur demande au niveau de la prise de licence, pour pas que les parents s'échappent et qu'on ait des parents qu'on ne voit pas de l'année et que ce soit toujours sur les mêmes que ça retombe. Il y a suffisamment de choses à faire dans vos structures, j'imagine, pour que chaque parent, même s'il travaille le samedi, il puisse donner de son temps à un moment donné dans l'année. Et il y a un club par lequel je suis passé qui, je trouve, était bien dans cette démarche avec les jeunes, c'est que les parents venaient au début de l'année sur cette histoire de déplacement, s'inscrivaient, et les parents qui ne faisaient pas la démarche, soit d'appeler en amont pour s'inscrire, soit de venir se déplacer, et ben en fait, ils étaient mis d'office sur des déplacements. D'office. Et ils y allaient. Et en fait, c'était un cadre de fonctionnement clair. Alors, les premières fois, ça grince un peu en fonction de comment c'est amené. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est un enjeu de leur dire, voilà comment ça va fonctionner. Après, les activités communes, par le biais du Baby Hand, par le biais d'actions communes, il y a l'exemple du tennis, de la Fédération française de tennis, qui met beaucoup en place de tournois parents-enfants. Alors, c'est facile, ça s'y prête bien, le tennis, parce qu'à deux, en fait, on peut faire une équipe. Mais est-ce que nous, on doit passer par le hand à 4, justement, pour faire des activités parents-enfants? Est-ce qu'on peut passer par le hand fit pour faire des activités parents-enfants? Je pense que c'est un levier. Et la quatrième chose, c'est de proposer une pratique éducative pour les enfants qu'on met en avant auprès des parents. On fait des choses au niveau éducatif, hein, c'est sport et éducation. Par contre, on ne le valorise pas tout le temps. Donc, c'est de bien mettre en avant ce qu'on fait au niveau de nos pratiques éducatives. Et ça, je pense que c'est un levier pour que les parents ils se disent bah oui, non seulement mon enfant, il s'éclate, en plus, il y a une pratique vraiment éducative et je le sens en sécurité. Et du coup, je pense que ça, c'est 4 leviers sur lesquels on peut jouer. D'autres pistes qui sont à prendre ou pas à prendre, on a reparlé de la communication, donc valoriser ce qu'on fait par un travail de communication externe, valoriser l'engagement par le CEC. Alors, très très vite, on a ce qu'on appelle un CPF, un compte personnel de formation, qui est alimenté, donc tout le monde a ça maintenant. D'ailleurs, vous avez jusqu'au 30 juin de mémoire pour basculer vos heures diff sur les heures CPF, je crois. Et ce CPF est alimenté par 2 branches. Une branche qui est alimentée par le travail et une branche qui est alimentée potentiellement par l'engagement bénévole, qui est le CEC. Le CEC, ça veut dire compte engagement citoyen. Et le compte engagement citoyen, c'est alimenté via le compte asso que vous devez avoir, j'imagine, parce que c'est par là que passent les demandes de subvention, notamment en NS. Et vous validez. Il y a des plafonds facilement trouvables et ces personnes-là vont se voir créditer de l'argent
qui leur serviront à se former. Donc, ça peut être un levier à activer parce que, je vous donne un exemple d'action que j'ai déjà vu dans des clubs de foot. Des jeunes qui commencent leur engagement à 16 ans, leur engagement associatif, parce que c'est à partir de 16 ans, je crois, qu'on peut l'alimenter. Ils commencent leur engagement associatif à 16 ans. 2 ans plus tard, ils ont presque 700 € d'alimenter sur leur CEC. Et à 18 ans, quand ils veulent passer le permis, eh ben, ils ont déjà quasiment 700 € de crédité qu'ils vont pouvoir utiliser pour un permis de conduire. Voilà, parce que le permis de conduire rentre dans le cadre du CPF. Donc ça, c'est des exemples d'actions pour notamment les jeunes et les ados, et les adultes d'ailleurs, mais on va pouvoir faire la formation qu'on veut derrière, grâce au CEC et grâce à notre engagement pro si on en a un, mais en tout cas, ça c'est un levier. Et la troisième chose, c'est de proposer un projet associatif clair, un discours commun, et ça, c'est pas toujours facile à avoir. C'est dommage, on aurait peut-être dû imaginer un troisième sondage pour savoir qui avait un projet formalisé, écrit et partagé. Mais à mon avis, on a tous une marge de manœuvre là-dessus parce que soit le projet il a été écrit par les dirigeants, pas partagé aux licenciés, soit il n'a pas été construit avec les partenaires quand on en a, soit il date d'il y a 10 ans et il n'a jamais été réactualisé. Enfin, je pense qu'il y a moyen de travailler là-dessus, nous, chacun de nos côtés dans les clubs, et potentiellement d'être accompagnés par la Ligue, si vous avez besoin, soit par le service développement. Vous me dites si je me trompe, les collègues, soit par le service développement, soit par le service formation, en fonction des thématiques. La dernière partie, très rapidement, les priorités identifiées pendant la crise et pour préparer la reprise, c'est du coup maintenir un lien sportif en lien avec le plan de relance national et les différentes possibilités qu'on a, et peut-être les... Vincent, tu vas parler du guide à la fin sur lequel vous êtes en train de travailler? Ouais. Okay. Donc on verra ça à la fin, si tu veux bien. Mais en tout cas, voilà, Vincent vous parlera d'un guide qui est en train d'être créé à destination des clubs. La deuxième chose, c'est informer sur les évolutions. Les adhérents, les potentiels adhérents, mais en tout cas, d'informer que vous êtes en alerte et que vous travaillez de votre côté. Le troisième levier, c'est de travailler avec les entreprises. Alors, en présentiel, c'est compliqué. En distanciel, à mon avis, on a des leviers à utiliser. Parce que là, les entreprises, elles sont dans la même dynamique que nous, sauf qu'elles, elles n'ont pas les compétences sportives peut-être en interne pour pouvoir travailler sur le bien-être de leurs entreprises. Et du coup, nous, en tant qu'asso, on a un rôle à jouer et on peut jouer un rôle dès maintenant en proposant des activités sportives pour les entreprises par le biais de la prestation de services quand on a de la RH, parce qu'il faut de la RH pour mettre ça en place. Mais en tout cas, il y a un levier de ce côté-là. Et la quatrième chose, pour préparer la reprise, c'est du coup entamer des démarches de formation pour que la reprise, on ait des personnes qui soient opérationnelles, qui soient salariés, bénévoles, peu importe, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, que les acteurs ils soient opérationnels pour la reprise. Pour la conclusion, on a ces deux objectifs à mener de front, c'est attirer de nouveaux publics et fidéliser ou refidéliser ceux qu'on avait. Donc le tout, c'est d'adapter vos RH et de voir la marge de manœuvre que vous avez pour assurer un équilibre. Et effectivement, les associations employeuses, elles vont avoir des besoins financiers plus importants, mais du coup, elles auront plus de RH, et les associations non employeuses, eh ben, elles auront moins de RH, mais moins de besoins financiers peut-être, et plus d'enjeux sur la reprise de pratique. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Par contre, c'est de voir comment mener de front ces deux objectifs et du coup de prendre en compte ça. Il y a 3 tendances qui se dégagent de manière générale. Et là, je ne parle pas que pour le handball. Il y a 3 tendances. C'est 1, la nécessité d'adapter nos offres de pratique. Donc ça, on en a suffisamment parlé. 2, la nécessité de s'associer à des secteurs connexes, sport et social, sport et tourisme, sport et santé.
Enfin, voilà, il y a plein de secteurs connexes auxquels on peut s'associer pour apporter notre plus-value. Et la troisième chose, pour parler notamment aux partenaires publics, c'est d'intégrer certains enjeux dans nos projets et de mettre en place des actions transversales sur l'inclusion sociale, l'inclusion pro, le développement durable, l'éthique qu'on peut aborder dans nos projets tout de suite maintenant et qui parlent en ce moment. Donc ça, c'est les 3 enjeux ou les 3 tendances, entre guillemets, sur lesquelles on peut réfléchir. Je vous remercie, je suis presque dans le timing. Je pourrais vous montrer des exemples, mais je suis pas sûr que ce soit très parlant. Là, c'est à droite. Là, c'est un club de foot c'est un post Facebook pour ses stages pendant les vacances que j'avais trouvé intéressant. Ici, une séance senior à 6h30 du matin qu'ils avaient mis en place quand on était à 18h. Le challenge par enfant dont je vous ai parlé, les portraits de bénévoles avec la vidéo qui va avec, et du coup le conseil des jeunes potentiels. Donc ça, un conseil que je peux vous donner, c'est que le handball, on fait des choses bien, mais dans les autres sports aussi, ils font plein de choses bien. Et il faut qu'on peut s'en inspirer pour amener un petit peu de nouveauté dans nos process. Vincent, je ne sais pas dans quel sens tu veux le faire. Est-ce qu'on fait les questions-réponses? Est-ce que tu présentes le guide? Ouais, alors plutôt je pense enchaîner sur les questions. J'ai vu qu'il y avait quelques commentaires qui passaient. Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main pour les poser directement. Si vous êtes plus timide, vous pouvez les poser dans le chat sans aucun problème. Alors, je vois par rapport au CPF et Thierry, effectivement, cette année, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que c'est par le biais d'actions transverses qu'on peut faire à distance où vous pouvez mobiliser les jeunes sur 250 heures? Voilà, j'ai pas vraiment de solution, je suis d'accord avec vous. Ce qui est sûr, c'est que là, cette année, le contexte sanitaire fait que, oui, il y a des choses qu'on pensait, qu'on aurait voulu mettre en place, qu'on ne peut pas faire, mais en tout cas, là, c'est vraiment le moment. On a moins de pratiques, donc c'est le moment pour se questionner au sein de nos clubs, pour réfléchir à ce qu'on va mettre en place l'année prochaine. Déjà, préparer plein de choses, préparer aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir comme créneau l'année prochaine. Pour ça, n'hésitez pas. Alors, je sais que des fois, en ce moment, c'est beaucoup de réunions en visio, même les réunions de conseil d'administration, et c'est frustrant, c'est fatigant, on en convient, mais le terme et le handball, on est assez bon pour ça sur le terrain, et il va falloir qu'on soit encore hors des terrains, c'est le mot s'adapter. Et évidemment qu'on s'adapte, et les clubs le prouvent de jour en jour par les activités extérieures qu'on a mises en place. Et là, il va falloir, nous, qu'on s'adapte tous ensemble, justement, sur les objectifs des pratiquants qui changeaient, et ce changement, il a été accéléré, justement, sur les attentes de nos pratiquants. Et c'est tout le sens de l'intervention d'Hugo. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, ou même des témoignages, comme j'ai pu voir passer du côté de Renaud? Oui. Vas-y, Marie-Laure. Ouais. Moi, j'ai peut-être une précision à apporter. C'est vrai que je crois beaucoup aux projets associatifs ou sportifs ou techniques, qui va permettre d'amener des réflexions. Et il ne faut pas hésiter non plus les clubs à faire appel à un dispositif qui est gratuit, le DLA. Dont on a bénéficié, nous, ici, au Pays de l'Esneuve Handball, pour la réflexion sur la fusion, avec, d'ailleurs, avec As au carré ou AC, je sais jamais. AC2. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire appel à ces dispositifs-là qui vous apportent aussi un regard extérieur d'ingénierie, parce que c'est du temps à consacrer et on sait, comme dit Vincent, on est tous pris par nos vies professionnelles, personnelles, voilà.
Et il y a voilà, ces dispositifs-là qui existent et qui sont vraiment là pour accompagner les bénévoles de club et les salariés dans la réflexion. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à ces dispositifs-là, c'est le moment. Et de prendre, comme dit Vincent, cette saison comme une opportunité ou une contrainte. Et quand on prend ça comme une opportunité de passer du temps à réfléchir à tout ça, ça permet effectivement de lever des nouvelles actions et d'aller attirer des nouveaux publics ou en tout cas de fidéliser. Donc voilà, j'encourage fortement à faire appel à ces dispositifs-là. Ils sont gratuits en plus. Et en complément, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a effectivement le dispositif DLA, il y en a d'autres, et il y a aussi du coup les dispositifs de formation fédéraux en fait, qui sont mis en place. Alors, avec la refonte des formations, mais il y a Pierre qui est là parmi nous ce soir. Et l'idée, c'est de proposer des modules thématisés, pas les plus courts possibles, mais en tout cas des modules relativement courts sur des thématiques ciblées à différents temps de l'année et dispensés sur l'ensemble du territoire breton. Donc ça, bon, cette année, ça a été encore une fois difficile, mais la réflexion, elle est en cours pour digitaliser les formations, pour les rendre accessibles sans que ce soit du présentiel, en gardant ces temps relativement courts qui prennent pas plusieurs week-ends pour se former sur une thématique. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Pierre, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais c'est vraiment ça l'idée des nouvelles formations de l'ITFE, quoi. Oui, enfin, l'architecture, c'est vrai qu'elle est complexe à comprendre, maîtriser, mais la démarche de passer d'un AHER à ce qui se fait aujourd'hui avec les certificats et les modules, c'est effectivement de passer d'une formation qui était à 120 heures, où dans les 120 heures, il n'y avait que 30 heures ou 40 heures qui m'intéressaient. Et donc là, c'est un peu la démarche. C'est quel certificat, quel module, quel contenu vous intéresse. Et vous allez directement sur le contenu intéressé, soit pour des process de dirigeants sur la communication, le modèle économique, mais aussi sur les différentes offres de pratique qui existent. Donc, c'est assez varié, quoi. Et pour un témoignage du coup d'une personne qui était dans le club où je suis dirigeant, elle est arrivée, elle n'avait pas forcément de connaissances. Moi, j'étais salarié de la structure, mais elle voulait s'investir sur le baby. Et du coup, elle a pu avoir cette formation-là. C'était au tout début, c'était il y a 1 an et demi, au tout début du lancement. Là. Elle a pu avoir cette formation. Ça a été mis en place hyper rapidement. Ça lui a pas pris du temps et surtout, ça correspondait à l'engagement qu'elle souhaitait mettre. Et du coup, pour l'ensemble des offres de pratique, il y a une formation. Sauf pour le beach, mais c'est en cours. Mais sinon, pour l'ensemble des offres de pratique, il y a une formation relativement courte d'une durée globale entre 25 et 40 heures, je crois. Ça dépend des modules, mais voilà, en fonction des thématiques que veulent aborder vos bénévoles, il y a des possibilités de financement par le biais de l'AFDAS, parce que les dirigeants bénévoles élus peuvent avoir une formation financée dans le cadre de l'AFDAS. Il y a pour nos certificats le CPF, et puis pour d'autres, il y a d'autres fonds, potentiels. Mais voilà, il y a à la fois des formations qui sont relativement courtes, de terrain, et je trouve plutôt bien pensées, et de l'autre côté, des possibilités de financement. Voilà. En complément également, au-delà des formations, je je pense que c'est important d'avoir des bénévoles formés justement dans l'accueil du public et dans la qualité de ce que vous avez proposé. N'hésitez pas aussi à prendre contact avec la Ligue quand vous avez des projets, même si c'est une réflexion, nous on est à votre disposition, que ce soit les élus de la Ligue ou les professionnels. On est là pour vous aider, donc même si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Peut-être que pour certains, s'engager directement par le biais de la formation, ça va faire peur pour certains de vos bénévoles. Donc, on peut le faire petit à petit. C'est un processus aussi, une entrée en formation. Je pense que Pierre, tu seras d'accord avec ça. Et qu'il faut des fois peut-être commencer petit avec l'éducateur de votre club qui accompagne. Et puis ensuite, une fois qu'il y a pris goût, il se rend compte que c'est intéressant de se former pour gagner en autonomie.
J'ai vu que tu avais activé ton micro pour Pierre, si tu voulais. Non, mais c'était pour rejoindre ce que tu disais. Souvent, la dynamique de groupe, elle est intéressante, surtout chez les jeunes. Des fois, quand on est 2 à 3 du même club à aller, c'est moins compliqué. Et aussi, le fait d'accueillir la formation dans son club, ça met de la proximité. Et du coup, ça facilite aussi l'investissement de vos bénévoles, quoi. Alors, pour répondre à la personne de Brocéliande qui pose la question du temps et de l'argent, alors le temps, personne ne le financera, du coup, c'est du temps que vont devoir prendre vos bénévoles, mais par contre, pour l'argent, les dirigeants élus peuvent se voir financer des formations dans le cadre de l'AFDAS. Pour les autres bénévoles, il y a un certain nombre de formations de l'ITFE qui sont gratuites. Il y en a d'autres où vous pouvez mobiliser le FDVA, donc le Fonds d'aide à la vie associative, puisque je crois qu'il y a un volet formation. Je ne sais pas si c'est le cas en Bretagne. En tout cas, en Bourgogne, c'est le cas. Et pour répondre à la question de Land Aberiou, les formations reprennent début septembre, Pierre, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, donc là. Et au-delà vraiment du terme formation, ce qu'on fait ce soir, là, le webinaire, alors ce n'est pas une formation avec un certificat à la fin, mais ça en fait partie, donc on vous encourage à participer au maximum, même aux différents webinaires qui auront lieu et aux webinaires qui ont lieu proposés par la Fédé. Pas de souci. Alors juste. Vous y retrouvez l'essentiel des infos. S'il y avait des questions qui émergeaient et que vous voulez me poser directement, il y a mon mail dans la présentation. Faut pas hésiter. Comme l'a dit, c'est Marie-Laure, c'est ça? Je vois ML, Marie-Laure du Pays de l'Esnevin. Voilà, faut pas hésiter à solliciter les acteurs que vous avez autour de vous, et merci pour le coup d'éclairage sur ACE2. Il y a juste une autre question. Pardon, ouais, Vincent, tu vas peut-être pouvoir répondre. Du coup, par rapport au contexte sanitaire et la pratique beach handball, à savoir si elle est autorisée par rapport justement au type PA, et la plage est-elle considérée du coup comme un établissement de ce type? Alors, la plage, elle n'est pas considérée comme un établissement de ce type. Donc, logiquement, ce qui est écrit, c'est que pour les adultes, c'est 6 en extérieur, pratique encadrée. Et donc, pour les mineurs, si la pratique est encadrée, faudrait que j'ai toujours un doute quand je dis ça. Du coup, maintenant, ça a tellement bougé. En extérieur, pour les mineurs, là, avec un encadrant, pas forcément diplômé, mais un encadrant majeur qui fait respecter le protocole, la pratique est autorisée en respectant les règles de distanciation sociale. Ça me permet de faire un petit aparté, justement, merci Maxime, une petite transition sur ce qu'on a pu vous envoyer. Ah bah voilà, merci Pierre. On a envoyé au club là une espèce, enfin une boîte à outils, pas une espèce, une boîte à outils où vous retrouvez les protocoles mis à jour que vous pouvez reprendre pour ça. Mais non, effectivement, la plage n'est malheureusement pas considérée comme un espace, un établissement pouvant recevoir du public. Tu voulais compléter, Pierre, peut-être? Non, c'était la bonne réponse, mais cherche une bêtise. Tu maîtrises. Donc, ce protocole-là, il est à retrouver, sur le site de la Ligue et sur la boîte à outils. Je ne sais pas si Mélisse, tu as accès pour mettre dans le chat, si tu peux. Mais on vous l'enverra, on enverra de la même manière. Alors du coup, j'en profite également par rapport à ce que disait Hugo tout à l'heure. On va vous envoyer, on va envoyer au club à partir dans la semaine un catalogue d'actions à mettre en place. Ce catalogue, vous verrez, il sera sous forme de 2 parties, les actions que l'on peut mettre en place actuellement et les actions sur lesquelles on peut d'ores et déjà travailler
pour la saison prochaine et pour mettre en place des actions de promotion, des actions par rapport au webinaire justement, pour attirer et fidéliser nos licenciés. Donc on vous enverra ce catalogue dans la semaine. Là, la partie 1 est prête. Donc vous la recevrez avec la présentation d'Hugo. Voilà, ouais, de toute façon, la présentation, elle est déjà dispo. Je l'ai mise dans la conversation. Ok. On conclut, Vincent, ou si en tout cas, s'il y avait des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Ouais. Je regarde. Merci de votre participation. J'espère que ça vous a apporté quelques pistes. C'est difficile en 1 heure de balayer l'ensemble de la thématique, mais en tout cas, j'espère que ça vous permettra de vous poser des questions sur les marges de manœuvre que vous avez. Et après, libre à vous de l'adapter à votre territoire et aux besoins. C'est ça qu'il y a à retenir, en fait. En tout cas, moi, je tenais à te remercier, Hugo, pour ton intervention. Vous rappeler que le webinaire, il s'arrête maintenant officiellement, mais il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si vous avez des questions qui vous reviennent ou des questions à nous poser ou même des questions à poser à Hugo, on fera suivre. On travaille suffisamment avec lui pour ça. Donc voilà, le prochain webinaire organisé par la Ligue de Bretagne sera autour du Anda 4. On en a un autre avant avec les professeurs d'EPS pour présenter le Anda 4 également. Donc voilà. Et le prochain webinaire de la fédération est jeudi. Donc n'hésitez pas à participer à ce genre d'événement. Voilà. Merci à toutes et à tous et on vous dit à bientôt et à votre service. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.